Bon, d'abord, merci, hein, c'était très intéressant. Ce qui est bien avec les IA génératives pour un juriste, c'est que ça cultive l'humilité, parce que clairement, quand je vois tous les intervenants qui sont passés avant nous, il va falloir qu'on fasse, enfin, soyez un peu indulgents avec nous. On a souhaité faire quelques focus, puis finalement, il y a une présentation qui a été faite ce matin que moi j'ai trouvé très intéressante, qui est celle donc de Jean-Baptiste Janvier, avec les différents use cases. Et ce qu'on se propose, c'est d'accélérer un peu ce qu'on avait prévu de faire, puis de passer quelques minutes en vous décrivant un peu comment nous, on appréhende les use cases, en vous permettant d'interagir avec nous. Ce sera sans doute plus intéressant et que ce qu'on, enfin, en tout cas, que ce que je vais vous dire. Bien entendu, Bertrand, ça sera très intéressant. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, on n'a pas répété, hein, soyons clairs. Le mois de juin pour les juristes et les avocats en général, c'est un mois assez tendu. Ce que je vous propose, c'est de faire un rapide focus. Alors, j'essaie de faire ça en... C'est moi qui vous appelle, c'est ça? Eh ouais. Ah, Voilà, de faire un état d'avancement en direct. Alors, j'ai fait qu'une slide, mais elle est bien, je trouve, parce qu'elle est synthétique. On déjà, va prendre la prochaine alors. on Allez. prend la prochaine. Parce que surtout, en plus, je crois que c'est toi qui l'as faite, celle-là. Ouais, ouais, Donc, je vous ai fait le prompt était raté et l'image aussi. Donc, je vous ai fait une timeline, c'est très simple, mais en même temps, ça permet de vous donner un peu un ordre d'idée. Alors, aujourd'hui, on est là. Donc, il reste un peu de temps. Je pense que pour tous ceux qui sont dans cette salle, si je vous dis, bon, on a commencé en 2019, ça a commencé un peu avant, je ne l'ai pas mis, mais en réalité, nous, on va terminer là. Donc, autant vous dire que dans 5 ans, je ne sais pas du tout ce que je vous raconterai par rapport à ce qui s'est passé sur les IA et notamment les IA génératives. Parce que quand on voit ce qui s'est passé depuis 5 ans, on peut se dire que tout ce qu'on dit là va nécessairement évoluer. On a eu un projet initial de la commission qui a été fait, qui était plutôt très bien fait, à mon sens. Moi, je trouvais que c'était une bonne première étape. Alors, bien entendu, tout le monde a critiqué, c'était plus simple. Mais avec quand même un document où tout d'un coup, on s'est rendu compte que ben, c'est bien parce que l'un des législateurs européens s'est dit, ben, tiens, on va s'occuper de l'IA, donc on va faire un truc, ça va être 89 considérants, 85 articles, 4 annexes, 9 annexes, pardon, 9 annexes qui renvoient ensuite à des documents délégués. Enfin bon, bref, on va faire dans la simplicité. Cela étant, il faut quand même garder à l'esprit, ça a été dit tout à l'heure, que l'objectif qui est poursuivi, il est double, presque antinomique, puisque d'un côté, on dit on veut respecter les droits fondamentaux et les valeurs de l'Union européenne. Le terme valeur n'est pas anodin. Mais on veut également faire en sorte que on va promouvoir l'investissement et l'adoption des IA. Donc, on voit bien quand même deux tendances un peu limitées. Alors, ils ont demandé à plein de gens de leur demander pour faire cette réglementation. Il y a eu des experts, il y a eu des groupes de travail, une plateforme spécifique, une consultation publique qui a vraiment très bien fonctionné et qui a tellement bien fonctionné que personne n'a vu venir arriver les IA génératives. Donc, le texte n'en parlait pas. Il s'est passé un petit peu de temps. On a eu le Conseil qui est arrivé par là, donc le Conseil de l'Union européenne, donc les ministres, qui eux ont commencé à faire des choses. Ils ont un peu simplifié la partie définition. Ils ont ajouté 2 éléments qui sont intéressants pour nous, qui sont les entraînements. Enfin, ils ont essayé de définir l'entraînement, soit par des entraînements. Alors je ne connais plus le terme exact, mais enfin, il y a vraiment l'entraînement tel que vous le connaissez vous quand on parle des IA génératives qui est prévu dedans. Et puis ensuite, il y a eu le Parlement européen avec 2 commissions, IMCO et LIBE. IMCO, c'est le marché intérieur, donc c'est les commerçants. LIBE, c'est tout ce qui est justice. Donc, on revient toujours avec ces 2 tendances qu'on a, qui a commencé à faire 300 amendements sur un texte de 85 articles. C'est déjà pas mal. Et finalement, 1 mois ou 2 mois plus tard, le 14 juin, on adopte un texte avec 770 amendements. On commence le trilogue. Il est censé durer 6 mois. Il y a du boulot. Cela étant, il y a une conjonction aujourd'hui de facteurs qui font que, si je écoute, moi, les gens qui font du lobbying autour de nous, sont assez convaincus qu'on va y arriver. C'est-à-dire que dans 6 mois, on aura un texte. On a déjà une présidence espagnole qui prend sa présidence au 1er juillet, qui a dit qu'elle voulait vraiment finaliser. On a la Commission qui arrive en fin de parcours, puisqu'elle est changée en 2024, elle a une nouvelle mandature en 2024. On est en fin de mandature aussi du Parlement. Donc tout ça fait que le trilogue, alors je vous parle peut-être chinois, le trilogue, c'est quand vous établissez un texte européen, vous avez la Commission européenne, le Parlement et la commission, le Conseil qui discutent ensemble pour aboutir à un consensus qui est ensuite présenté au Parlement. On envisage de présenter le vote au Parlement fin T1 2024. On parle de mars, avec une publication 15 jours ou un mois plus tard. Et normalement, quand on écoute ce qui est dit, on est censé y aller 2 ans plus tard, en 2026. Donc, dit autrement, une applicabilité globale qui sera sur 2026.
Ce qui est intéressant sur cette réglementation, j'ai plus le timing, c'est qu'en fait, c'est une réglementation par les risques. C'est-à-dire, dit autrement, on a quantifié les IA non pas technologiquement, mais par les risques. Il y a les IA totalement interdites. Alors celle-là, vous n'avez pas le droit d'y jouer. Un des La sujets qu'on aura, biométrie, la enfin biométrie, le scoring social, ouais. y compris par les acteurs privés, ce genre de choses. On a des IA qui seront totalement libres, dans lesquelles on leur dira soyez sympa, adoptez des codes de conduite. Et on a des IA qui sont un peu entre deux. Alors, il y a celles qui seront obligées d'être un peu transparentes, ça c'est les chatbots, ce genre de choses. Et ce qu'on appelle les IA au risque. Pour être clair, la moitié du texte ne parle que des IA au risque. Donc on se focalise là-dessus. Certaines seront concernées, enfin elles sont définies de manière assez, je dirais, pratique. Hein. Enfin, par exemple, un outil de scoring de crédit sera considéré comme une IA au risque parce qu'elle a un impact sur la personne concernée. Donc jusque-là, tout allait bien. Et depuis quelques semaines, quelques mois, on voit arriver deux nouvelles IA qui sont un peu les mêmes. On a les IA General Purpose, à objectif général, je ne sais plus comment on dit en français. Et on a les Foundation Models qui apparaissent aussi, donc qui sont séparées les unes par rapport aux autres. Alors bon, avec des documents dont on ne sait pas encore, et ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas encore d'une très grande clarté tout ça, mais imaginons que le trilogue y arrive, c'est pas mal. Et on a deux choses qui arrivent aussi qui sont sympas, c'est le pacte IA et les codes de conduite. En fait, je ne sais pas comment le dire pour être très sympa, mais on a d'un côté un commissaire européen qui est Thierry Breton qui veut développer l'adoption de l'AI Act très vite et demande aux entreprises, et notamment des entreprises comme les nôtres, de l'adopter très vite et même avant son applicabilité. On a le code de conduite qui va essayer de déterminer des grands principes qui seront partagés notamment avec les entrepreneurs, enfin les grandes entreprises américaines. On ne sait pas trop comment ça va jouer les uns par rapport aux autres. Enfin, tout ça est encore flou, mais on sent bien que tout le monde a envie de parler de l'IA. Hein. Enfin, soyons clairs, au niveau de la commission, c'est un sujet qui est quand même assez central. Bon, pour votre info, on aura quand même l'article 5 qui sera applicable tout de suite. Donc l'article 5, c'est les IA interdites. Donc ça va être rapide. Au bout de 12 mois, c'est interdit. Donc ce n'est pas la peine de commencer à travailler sur ce genre de sujet. Plus d'autres sujets, dont notamment, parce qu'on en parle assez peu, parce que ça ne fait pas bien, mais les sanctions. Je crois qu'elles apparaissent au bout de 12 mois. Alors pour votre info, les sanctions, ça va jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial consolidé. Donc on est sur le même ordre d'idée que la concurrence, le RGPD en termes d'enjeux. Même s'il y a une sorte d'avoir une délégation, mais ce n'est pas très clair encore, je trouve, dans le texte, vers les États membres pour une application effective. Je me dépêche, je suis trop lent. Dernier élément quand même que j'aimerais bien vous dire, c'est ça, parce que c'est en réalité, c'est cet élément-là, l'application sectorielle qui va nous concerner. Il y a un acte délégué qui a été fait par la Commission européenne au mois de mai dernier, qui en fait est en train de demander donc au comité de normalisation, enfin aux deux comités de normalisation compétents, de faire les normes techniques. Ces normes seront importantes. Je pense qu'elles seront même essentielles pour nous. Donc gardez ça à l'esprit parce que ce sera des normes techniques. Donc autant vous dire, vos juristes seront incapables de les lire. Mais par contre, je pense que vous aurez besoin de bien les mettre en place pour vos architectures. On a quand même quelques sujets qui sont quand même pas neutres, que je vous dise pas de bêtises avec mes fiches qui se perdent. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La conception et le développement des systèmes d'IA au risque, les systèmes de gestion de la qualité des fournisseurs d'IA et l'évaluation de la conformité des systèmes d'IA. Donc, ce sera vraiment vos cahiers des charges pour vérifier comment vous pouvez utiliser tout ça. Je pense que j'avais fini avec cette slide. Ouais, quelques remarques peut-être additionnelles. La première, c'est à la sortie de ChatGPT, effectivement, notre cher commissaire européen s'est exprimé et a dit ah bah c'est super, il y a des super intelligences artificielles génératives, c'est bien. Et nous, ce qu'on a déjà prévu, c'est la réglementation. Donc voilà, l'adage se vérifie, n'est-ce pas? Les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens réglementent. Alors, ça, c'est un petit peu malheureux. C'est tout de même un petit peu plus subtil que ça aujourd'hui. On a le recul du RGPD, on en parlait effectivement avec Wilfried. Ce texte-là est vraiment pour les avocats et les juristes un texte sur lequel on va beaucoup travailler. Donc déjà c'est bien parce qu'on a beaucoup travaillé. Hein. Je suis avocat, si j'ai pas de travail, voilà, il faut que j'ai des clients pour travailler. Et en fait, on a des réglementations extrêmement complexes avec des gros acteurs qui vont intervenir, et en particulier les acteurs européens, les acteurs américains, une émergence des acteurs européens. Donc, on va avoir beaucoup de choses qui vont faire. Je trouve quand même un petit peu dommage de voir le fait que,
Mais voilà, effectivement, c'est censé être neutre et agnostique technologiquement. Bah, ça l'est plus tellement en fait parce qu'on prend en fait encore une fois les règlements, enfin le régulateur prend en marche le train parce que ils n'arrivent pas à suivre, ils n'arrivent pas à suivre le développement technologique. Et ça, on verra comment tout ça va en sortir. Juste un point, oui, que j'ai oublié de vous dire. Il y a un certain nombre de définitions d'acteurs qui sont données, notamment les déployeurs, dont nous serons sans doute en grande partie, nous, en grandes entreprises. Donc, on va déployer ces systèmes d'IA. Il y a un petit article qui traîne au milieu de l'AI Act qui dit très clairement que les déployeurs peuvent avoir les mêmes responsabilités que les fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les IA, si jamais c'est eux qui les déploient dans une certaine mesure. Donc, c'est quelque chose qui pourrait nous impacter assez fortement. C'est-à-dire se retrouver à avoir des responsabilités qui vont bien au-delà de ce qu'on peut anticiper aujourd'hui. Moi, il y a un élément qui me laisse toujours un peu perplexe. Alors, encore une fois, moi, je suis juriste, je ne suis pas du tout un technicien, alors encore moins un spécialiste en réseaux neuronaux, ce genre de choses. Mais enfin, on sent bien quand même que la faculté d'entraînement qui a autant augmenté a été assez peu, enfin, et s'est révélée globalement inattendue. Alors, j'ai entendu tout à l'heure dire qu'on s'y attendait. Bon, moi, je pense que ça a été assez inattendu. Donc, ce qui fait que ce que demande aujourd'hui la législation, enfin, ce qu'elle va demander demain, c'est l'explicabilité. Ce qui fait qu'on va avoir des obligations, entre guillemets, de pouvoir expliquer comment ça va se passer, comment ça s'est passé au niveau du traitement. Et clairement, aujourd'hui, même si je sais qu'il y a des outils qui sont en train de se développer, qu'il y a des logiques un peu mathématiques, à mon avis, qui sont là, c'est, à mon avis, un des plus grands défis qu'on aura avec les systèmes d'IA, c'est de pouvoir expliquer comment elles fonctionnent, enfin, à mon sens. Et c'est déjà le cas d'ailleurs quand on touchera un petit peu le problème des données personnelles. Aujourd'hui, il faut déjà avoir déjà des obligations de transparence. Donc, si l'IA manipule les données, il faudra être capable d'être transparent. Ça risque d'être compliqué. Je voulais faire un focus sur la propriété intellectuelle, parce que c'est un des sujets phares qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est marrant, parce qu'on a beaucoup parlé des biais au départ, mais finalement, on en parle beaucoup moins aujourd'hui, même si c'est sans doute à terme le vrai gros sujet qu'on aura à traiter. La propriété intellectuelle, c'est le sujet du moment. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, on a trois grands pans sur la propriété intellectuelle. Si j'essaie vraiment de résumer, on va avoir la problématique de l'entraînement qui pose vraiment des très grosses difficultés aujourd'hui, à mon sens. On va avoir la problématique de l'output, c'est-à-dire véritablement la propriété du résultat tel qu'il a été fait. Et vous verrez que ça sera intéressant dans les cas d'usage qui ont été exposés, qu'on aura quelques remarques là-dessus. Et puis on a le plus classiquement l'input, c'est-à-dire savoir comment est-ce qu'on est propriétaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le focus sur l'entraînement, parce que je pense qu'il faut que vous en ayez conscience. Alors, j'arrive pas à savoir, très humblement, si on est concerné, nous, en tant que déployeurs, ou si on aura un impact. En pure théorie du droit, si l'outil est contrefaisant, l'utilisateur de la contrefaçon, il peut se faire taper dessus. Après, pour faire le lien, ça va quand même être assez sioux. Enfin, je sais pas, peut-être que toi, tu auras des choses à dire là-dessus. N'en demeure pas moins que l'intelligence artificielle, c'est une réglementation européenne, c'est aussi une réglementation qui sera locale dans d'autres juridictions. On aura la Chine, qui a déjà légiféré, on aura les États-Unis au niveau fédéral, au niveau étatique, on a déjà pas mal de choses intéressantes. La présentation sur Randstad tout à l'heure me disait, ben tiens, il me manque la brique au milieu, c'est comment est-ce que je vais corréler entre le candidat et le poste tel que je vais le faire. Bon, sur cette corrélation-là, aujourd'hui, l'État de New York vient de légiférer, ça rentre en vigueur début juillet. Et ce n'est pas forcément un truc simple, encore une fois, en termes d'explicabilité, avec une vraie problématique sur tout ce qui est discrimination, ce qui est un sujet quand même assez important chez eux. Mais si je reviens sur l'entraînement, en réalité, vous avez plein de juridictions qui appréhendent de manière très différente. Déjà, on va commencer du coup par parler de copyright. Le copyright, c'est une notion de droit américain. On connaît assez mal en droit français, on l'a plus ou moins inculturé. On a le droit européen qui permet de dire, dans une certaine mesure, bah, finalement, les données d'entraînement sont plutôt protégées parce qu'on a la directive marché unique numérique, la MUN, voilà, qui permet d'avoir du text and data mining dans une certaine mesure, mais il faut que ça soit fair, enfin, faut que ça soit équitable. Je sais quel est le terme exact d'ailleurs, je ne sais plus. En fait, c'est pour toute finalité, mais il faut que l'accès soit licite. Donc, avec l'opt-out, voilà. Il faut vérifier quelles sont les conditions d'utilisation des données initiales. Et il faut également que l'auteur ne s'y soit pas opposé. Par un élément lisible par une machine. Je crois de mémoire, c'est un truc comme ça. En l'occurrence, c'est un des sujets qu'on a actuellement en termes des contentieux qui sont ouverts. Vous avez tous entendu parler avec Getty, dans lequel
En réalité, Getty dit: «Ben, attendez, moi, dans mes conditions générales, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait, donc je vous attaque en justice pour le faire». Alors, est-ce que c'est une problématique? Alors bon, si je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais est-ce que c'est une problématique de droit, de propriété intellectuelle? Est-ce que c'est une partie de manquement contractuel? Bon, on peut s'en enfin, voilà, ce sujet est sur la table. On ne sait pas comment les autorités américaines vont en parler. Les autorités anglaises, elles, sont beaucoup plus strictes, a priori. Mais en même temps, elles veulent mettre en place le text on data mining au niveau de leur législation parce que, manque de peau pour eux, ils ont fait le Brexit avant de prendre la directive européenne. Donc, ils ne l'ont pas dans leur droit. Donc, ils aimeraient le faire, mais ils ont eu une levée de bouclier. On a aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu il y a quelques semaines, je ne sais pas si c'est encore en cours, une grève de la part des auteurs à Hollywood. Ils font grève de temps en temps, ça fait toujours un peu de bruit, pour des raisons d'IA. Donc on a aujourd'hui sur la propriété intellectuelle un vrai sujet, et c'est un vrai sujet que vous retrouverez à un moment donné avec vos fournisseurs. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, vous posez le sujet sur la table en disant, bon, c'est bien gentil, mais données, c'était quoi? Vous avez fait comment? Comment ça a été fait? En tout cas, c'est ce que devraient demander vos juristes. Et donc, c'est un vrai gros problème qu'on a aujourd'hui. Pardon. Un petit mot aussi, on a une ministre japonaise qui a dit que pour elle et au Japon, toute donnée d'entraînement, enfin aucune utilisation des données à des fins d'entraînement ne serait constitutive de contrefaçon. C'est une position qui a été saluée comme étant très courageuse. Le juriste en moi pense quand même à la Convention de Berne, qui date d'avant, qui date du 19e siècle, hein, donc quand même, qui protège le droit d'auteur au niveau international. Et on n'est vraiment pas sûr, enfin moi je suis vraiment pas sûr en première lecture que ce soit possible tout simplement d'exonérer toute une utilisation d'une œuvre protégée. Comme ça, en fait, il y a des exceptions, c'est assez réglementé, donc ça va pas forcément être, être possible. Euh, Je te laisse la main. Tu me laisses la main. Oui, très bien. Juste sur l'output quand même de l'IA générative, enfin, il commence à y avoir quelques solutions déjà qui sont dégagées. Alors, on en a assez peu en Europe, on en a plutôt aux États-Unis, mais il y a même des solutions qui commencent à dégager depuis quelques temps. Notamment il y a toute une affaire sur le monkey selfie dont vous avez certainement entendu parler, qui est un singe qui a pris un appareil photo trouvé dans la jungle et qui s'est photographié lui-même, mais le photographe a essayé de récupérer le copyright à des fins évidemment généreuses, hein, enfin hors profit. Non, mais c'est vrai en plus, hein, il voulait vraiment reverser les profits de son copyright potentiel à des œuvres caritatives, mais en fait, on a considéré que comme il n'y avait pas d'être humain, il n'y a pas de protection. En fait. Et ça, c'est vrai que c'est une règle qui est assez générale et qui commence à se généraliser. C'est aussi le cas sur les IA génératives. Il y a un arrêt en cours, enfin, il y a une affaire en cours sur Zaraya Down, qui est vraiment, je crée une bande dessinée à partir de quelque chose, et la partie qui est créée par l'IA générative, je crois que c'est Midjourney en l'occurrence, Ouais. ne s'applique pas. Et je pense que ça va connaître des développements assez intéressants dans les entreprises aussi, parce que quelque part, utiliser ce genre d'IA générative pour créer des contenus qui sont destinés en fait à être utilisés ensuite, à être commercialisés au grand public, enfin, ça devient très compliqué de savoir effectivement, est-ce que vous avez un copyright, enfin, un droit d'auteur en droit français sur ces contenus-là, d'une part, et d'autre part, une autre problématique dont on n'a pas encore parlé, c'est l'open source, parce que quelque part, faire des moteurs en open source, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on utilise aussi des données en open source? Est-ce qu'il y a un risque de contamination? Enfin, en fait, on se retrouve dans le même type de risque de contamination qu'on a connu depuis un certain temps sur l'open source, et d'autant plus d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, que on voit, et le grand public voit surtout Midjourney et les jolis dessins, comme vous allez en voir un tout à l'heure, enfin encore un autre tout à l'heure. Ça, c'est très bien, mais en fait, les IA génératifs, c'est aussi beaucoup de code. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce code? Est-ce qu'il y a un copyright? Est-ce qu'il peut être réutilisé par l'entreprise ou le moteur sur lequel vous avez l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il va sortir le même résultat s'il a le même prompt de code? Et donc, comment est-ce que vous assurez la protection de votre propre code au sein de l'entreprise? Ça devient vraiment un enjeu très important. On en reparlera tout à l'heure justement avec les cas d'usage parce que je trouvais que c'était intéressant de faire le focus sur le code qui est un des sujets majeurs qu'on peut avoir aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment une question qu'on a, nous, en tant que juristes, sur ce sujet-là. Donc là, j'ai fait un prompt magnifique, protéger ma vie privée par Basquiat sur Bing. Alors, ça ressemble vaguement à du Basquiat, mais bon, c'est quand même plus joli en vrai. Quelques points rapides hein, sur le respect de la vie privée, parce que en fait, et en vrai, quand on est dans des systèmes fermés, d'IA générative corporate, en fait, on est en fait en phase de mise en place d'une nouvelle technologie
qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait déjà avec les systèmes éventuellement de surveillance, de gestion des ressources humaines et des choses comme ça. Donc évidemment, il faut respecter le RGPD et les règles habituelles de protection de la vie privée et les règles de mise en œuvre de ce genre de technologie au sein de l'entreprise pour protéger la vie privée des salariés. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut évidemment développer pendant des heures. On a vu effectivement des cas aussi grand public autour de le Garanté, donc l'autorité italienne de protection des données, qui a interdit ChatGPT pendant un mois en Italie. Bon, visiblement, OpenAI a, je sais pas, fourni un certain nombre d'informations qui ont fait que l'interdiction a été levée. On en est très content, pour eux. Il n'en reste pas moins, effectivement, qu'en tant que responsable de traitement, une entreprise qui veut utiliser ce genre de système, ce genre d'IA en interne, doit respecter la vie privée. Donc le RGPD en particulier, avec, on en reparlait déjà un petit peu, l'obligation de transparence. Et l'obligation de transparence, ça veut dire comment est-ce que ça fonctionne, tout ça, hein, comment est-ce que j'arrive à ce résultat? Et en plus, en des termes clairs, il ne faut pas l'oublier, parce que nos chers régulateurs nous pondent des articles, des règlements avec 86 considérants ou 150 pour le RGPD et autant d'articles. Mais en tout cas, ce que vous devez fournir à vos employés ou à vos clients, c'est de l'information claire. Donc concise, voilà. Donc c'est un challenge en soi. Un autre point peut-être aussi sur l'IA et le respect de la vie privée. Donc l'article 22 du RGPD prévoit qu'il ne peut y avoir des décisions fondées exclusivement sur des traitements automatisés. Et donc là, c'est toute la question de l'intervention humaine, en fait, hein. C'est une question d'ailleurs qu'on peut retrouver à différents degrés, mais en particulier quand on parle de ça. Donc, il faut un certain degré d'intervention humaine dans les processus. Le credit scoring, typiquement, c'est une application très classique dans le domaine. Le credit scoring, vous pouvez pas appliquer une règle directement qui est que si le scoring était trop bas, hop, la personne n'a pas accès à son emprunt, à son emploi ou que sais-je. Il faut une intervention humaine pour valider la chose. Et d'ailleurs, c'est un des cas. Enfin, je ne sais pas si tu as des choses. Peut-être c'est la parole sur la partie vie privée, mais Sur la partie vie privée, quelques remarques en fait par rapport au projet des Act tel qu'il ressort du Parlement, donc avant le trilogue. Clairement, les objectifs affirmés des rapporteurs ont été un des objectifs a été d'accoster en fait l'AI Act de manière beaucoup plus précise avec le RGPD. Donc, dit autrement, on va se retrouver à avoir finalement deux corpus de règles qui vont s'interconnecter, qui vont beaucoup bouger ensemble, avec un petit laïus. Je crois que c'est le Conseil d'État qui a émis le fait que ça serait bien que ce soit la CNIL qui soit l'autorité de supervision en matière d'intelligence artificielle en France. CNIL qui est fort réputé pour être très business oriented. Donc le point, tu préférais l'ARCOM peut-être. Donc le fait est qu'on va avoir ce sujet-là. Je reviens sur la décision italienne. J'ai eu au cours d'un webinaire un membre de la CNIL qui a quand même reconnu que OpenAI avait répondu à un certain nombre de points. Sur d'autres points, il a même dit oui, ils ont répondu, mais enfin, on ne sait pas comment ils font, et on n'y croit pas trop. Mais quoi qu'il en soit, on sait que c'est pas conforme. Donc malgré tout, malgré le fait qu'ils aient levé l'interdiction en Italie, c'est pas ça qui a quand même, ça n'a pas levé toutes les interrogations que peuvent avoir les autorités de surveillance sur ce sujet-là. Mais elles sont un peu comme tout le monde, c'est-à-dire on se fait tous totalement déborder là. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes, mais enfin nous, en tant que juristes, je vous assure, quand vous commencez à lire des trucs et qui 3 semaines après sont différents, on commence à avoir des contentieux intéressants, notamment sur les hallucinations. Puisqu'on le prend sous l'angle hallucination, mais c'est intéressant, même ce serait même assez intéressant de voir sous l'angle privacy. Il y a un journaliste qui a attaqué en justice, je ne sais plus lesquels d'ailleurs, je crois que c'est OpenAI, parce que finalement, ChatGPT avait dit qu'il était suspecté d'avoir fait un certain nombre de détournements en tant que directeur financier d'une association, sachant qu'il n'a jamais été directeur financier de cette association, il n'a jamais été écouté par les autorités judiciaires sur le sujet, et encore moins poursuivi. Donc il a considéré que c'était... Et on attend avec beaucoup d'intérêt la décision, même si elle est américaine, malheureusement pour nous, australienne, je ne sais plus. Mais donc la partie privacy en fera pas partie, mais on aurait pu avoir un angle privacy assez fort sur ce sujet-là. En tout cas, on ne vous promet pas des lendemains qui chantent avec l'intelligence artificielle et le RGPD. On est désolé. Pardon, Ludovic. Le problème de conformité, c'est aussi des réglementations donc, qui ont un intérêt qui est
de responsabiliser effectivement les acteurs. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour des petits acteurs en fait d'être conformes. Dans le règlement, pour en reparler justement, il y a des logiques de sandbox en fait qui sont assez intéressantes. La sandbox, ça n'existe pas vraiment, même pas du tout un RGPD, donc c'est un peu compliqué de faire les deux. Ouais, ça, dans les actes, c'est un point qui est très positif. Il y a tout un chapitre justement sur l'innovation et donc le développement de bac à sable réglementaire, ce qui vous permettrait de faire des innovations avec des sets de data qui ont été à peu près structurés. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose de pas mal, qu'on appelle de nos voeux d'ailleurs dans le domaine financier. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres activités, mais dans le domaine financier, c'est quelque chose qui avait été demandé à plusieurs reprises. On aimerait bien que ça soit fait. On a eu le cas il n'y a pas longtemps où on s'est fait couper l'herbe sous le pied par la CNIL sur des expérimentations qui étaient quand même assez intéressantes. Donc je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir tous collectivement je pense, le faire. Et l'un des points qui est intéressant quand même, qui a été dit ce matin à plusieurs reprises, je pense notamment à Orange, il m'en manque un, enfin sur les expérimentations que vous faites et qui a été rapidement indiqué par Bertrand. Clairement, d'un point de vue juridique, le sujet n'est pas du tout, mais alors pas du tout le même entre ChatGPT public, où là, qui va poser un certain nombre de difficultés, voire même des problématiques de shadow IT éventuellement, enfin de rupture de confidentialité, que lorsque vous avez mis dans votre système ou dans votre cloud privatif l'outil qui a été entraîné préalablement, que vous avez vous-même entraîné. Là, clairement, on sera dans des problématiques qui seront moindres, il y en aura. Clairement, la problématique d'entraînement en est une, enfin, il faut dire les choses, sauf à faire de l'entraînement from scratch. Si on récupère un outil qui a déjà pré-été entraîné, on retrouve avec les problématiques de propriété intellectuelle que j'évoquais tout à l'heure. Mais ça sera beaucoup plus simple, enfin, plus sécure, plus pertinent. Tous les épithètes que vous souhaitez qui vont rassurer vos juristes et vos conseils externes. Et on a bien besoin d'être rassuré compte tenu de la complexité du sujet. Quelques mots sur la responsabilité pour finir un peu notre intervention avant de passer aux questions et à la revue des questions sur la Société Générale, je crois que c'est ça. Dans la responsabilité, c'est un sujet qui est effectivement extrêmement complexe, la responsabilité. D'abord, on a de la responsabilité ex ante, donc c'est-à-dire avant même de mettre en œuvre le système ou de le communiquer ou de le commercialiser. Et donc ça, c'est ce que vise finalement à réglementer le règlement AI, c'est-à-dire quelles sont les obligations, moi, en tant que producteur d'une IA, et en particulier d'une IA générative, quelles sont les obligations auxquelles je vais être soumis, et quel est mon régime de responsabilité avec, comme le rappelait Wilfried, alors, je ne sais plus si c'est 6 ou 7% même du chiffre d'affaires mondial. Alors, avec un peu de chance, si vous êtes soumis au RGPD, soumis au règlement IA, que vous êtes aussi soumis au DSA, vous risquez environ 60% du chiffre d'affaires mondial d'amende. Bon, ok. Donc, il faut faire quand même assez attention à tout ça. Et en plus, on voit d'ailleurs que encore une fois, le RGPD est assez éclairant là-dessus. Enfin, le montant des amendes augmente quand même très significativement d'année en année. Et donc, c'est vraiment, on va se diriger vers un système de enforcement, comme disent les Américains, en tout cas d'application très ferme de cette chose-là. Donc ça, c'est pour la responsabilité ex ante, donc c'est-à-dire avant. Et puis ensuite, il y a ex post, c'est-à-dire le jour où il arrive un problème. Alors là, je vous ai mis quelque chose qui est sur la responsabilité civile, en fait, parce que les juristes, on adore, on a des catégories dans tous les sens. On a la responsabilité pénale, on a la responsabilité civile, et on a à chaque fois des cas d'ouverture et des mécanismes qui permettent de caractériser qui est responsable de quoi, selon le type de droit le type de responsabilité qu'on active. Donc là, on est en responsabilité civile, et typiquement, on distingue entre la responsabilité du fait personnel, qui est vraiment la responsabilité de base, l'article X 1382 du Code civil. Il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité. Donc, un générateur d'IA ou quelqu'un qui utilise l'IA publie quelque chose. C'est quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs par rapport à la question du journaliste. Quelqu'un utilise une IA, crée un contenu qui lui-même est faux, le publie. Il y a une faute. Alors, de qui elle est, il y a un préjudice qui est l'atteinte à la réputation de la personne. Alors, ça pourrait être pénal aussi, mais on va traiter le cas civil. Il y a un lien de causalité, puisqu'effectivement, il y a bien un contenu qui directement va causer, je ne sais pas moi, le licenciement de la personne, par exemple, ce qui est quand même assez grave. Et la faute, c'est d'avoir finalement, alors soit c'est l'IA qui a halluciné, soit c'est la première personne, parce que je crois que dans le cas dont tu mentionnes en fait,
cet article, c'est pas l'IA qui l'a créé et publié, c'est quelqu'un qui a utilisé une IA et OpenAI, ChatGPT pour créer un article et qui l'a republié en fait. Donc il y a bien une intervention humaine à un moment donné avant de publier les choses. Ça, c'est vraiment la responsabilité classique du fait personnel et ça s'applique pas forcément à tous. Et on a d'autres régimes de responsabilité. On a aussi la responsabilité du fait des choses en fait. Donc la chose, ça peut être votre voiture, ça peut être votre chien. Le chien est une chose en droit. Et c'est ce que les choses font, en fait, ou en tout cas peuvent faire. C'est un peu compliqué, en fait, la responsabilité du fait des choses quand on est dans le domaine immatériel comme l'intelligence artificielle. Et d'autant plus qu'on a beaucoup de mal à utiliser les catégories qui ont été déterminées en jurisprudence et législativement en responsabilité du fait des choses. Parce que, par exemple, un gardien qui a l'usage, le contrôle et la direction de ChatGPT ou de la version interne de ChatGPT, c'est quand même assez compliqué. Et donc, on a aussi, du fait de la difficulté de cadrer en fait tous les cas de responsabilité dans les deux grandes catégories initiales, il y a des régimes spécifiques en fait qui ont été développés, notamment la responsabilité du fait des produits défectueux. Le fait des produits défectueux, c'est voilà, vous avez un produit, s'il explose, le fabricant est responsable. Défaut de sécurité, il n'y a pas de problème de savoir, hein, vous en tout cas en tant qu'utilisateur, il n'y a pas de problème de savoir si, en fait, tout ce que vous avez à démontrer, c'est qu'il y a eu en fait une atteinte, une atteinte à l'attente légitime de sécurité. Sur cette partie-là, il y a un projet de directive européenne de modifier le régime, de compléter en fait le régime du fait des produits défectueux pour l'intelligence artificielle, en fait, en étendant l'attente légitime de sécurité vers un dysfonctionnement manifeste du produit dans des conditions normales d'utilisation. Donc, on aura vraiment un élargissement, en fait. Donc, c'est un projet à ce stade, hein, mais on aura un élargissement de cas d'engagement de la responsabilité. Et en fait, l'utilisateur, la personne qui en est victime, hein, ça peut être l'entreprise aussi, pourra beaucoup plus facilement engager la responsabilité de son producteur, en fait, le tout avec un équilibre assez compliqué à trouver. On le voit notamment en matière pharmaceutique. Hein. C'est beaucoup utilisé en matière pharmaceutique, ce type de responsabilité, sur ce qui est le risque de développement, en fait. C'est-à-dire que le risque qui n'est pas connu au moment où le produit a été mis sur le marché, le produit ou l'application a été mis sur le marché, n'est pas couvert, en fait, par ce type de responsabilité. Alors, ce qui est marrant en responsabilité, notamment civile, c'est que tout ça s'additionne, en fait. Hein. Donc vous pouvez, ça s'additionne, c'est affreusement compliqué, mais encore une fois très intéressant pour les avocats, parce que il va falloir qu'on arrive à vous aider à trouver le bon fondement et la bonne mise en œuvre de responsabilité. L'autre élément, mais je fais très vite parce que je vois que le temps file, c'est qu'en plus, bon ça on vous donne un raisonnement qui est un pur raisonnement de droit français, bien évidemment, on aura des magnifiques questions, je pense, en international privé, c'est-à-dire comment appliquer la loi internationale, enfin la loi d'autres pays étrangers par rapport à des personnes qui subiraient des préjudices avec des produits qui sont déployés en France, qui ont été bâtis avec des conditions générales soumises aux californiens. Enfin, je pense qu'on a quelques contentieux plutôt sympathiques devant nous. Je pense qu'il est peut-être temps de basculer. Je vais en profiter alors pour pouvoir discuter de vos cas d'usage. Il faut partir du principe que on a mis en place, quand je dis on, c'est nous les grandes entreprises, avons mis en place un certain nombre d'éléments minimaux d'organisation, de gouvernance, de contrôle, de sécurité, parce que finalement, qui se posent de manière transverse pour chaque projet que vous pouvez avoir en matière d'IA. Donc vous avez besoin d'éléments organisationnels pour pouvoir faire de l'IA. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire maintenant, mais il faut commencer à y travailler, je pense. Alors certaines industries sont plus en avance que d'autres parce qu'en plus, l'EIACT a eu la gentillesse de dire aux établissements financiers, vous inquiétez pas, vous allez être soumis aux autorités de supervision classiques. Donc tout ce que vous avez mis en place en matière de gouvernance des risques va s'appliquer en matière d'IA. Donc nous, on est tranquille, on n'a pas grand-chose. Enfin, quand je dis nous, les banquiers, on n'a pas grand-chose à faire. On aura des choses à faire, puis on a encore, ça va encore améliorer nos rapports avec nos opérationnels, nous les juristes. Mais le fait est que certaines industries vont totalement découvrir ce sujet-là. Donc, et c'est quelque chose. Partez du principe que vous en aurez besoin de toute façon. C'est ce que va demander l'acte, enfin la régulation, et c'est ce que demande en réalité Thierry Breton quand il parle de son pacte IA, d'appliquer en amont. C'est-à-dire il va vous demander de mettre en place ces éléments de gouvernance et toutes les règles un peu que vous allez pouvoir mettre en place, qui sont toutes un peu les mêmes, hein, et qui finalement
construit une sorte de pattern sur l'ensemble des législations telles qu'on peut les voir au niveau mondial. Enfin, c'est-à-dire, quel que soit le pays, c'est toujours à peu près les mêmes sujets. On est toujours dans l'IA responsable. Vous l'avez même déjà vous-même déployé ou mis dans une certaine mesure en musique. La seule différence, c'est quand vous êtes réglementé, il faut le documenter. Donc, il faut avoir des éléments, il faut avoir une traçabilité, ce genre de choses. Donc, on est partons du principe que vous avez déjà fait toute cette base, et donc vous avez un certain nombre de cas d'usage qui ont été, dont la typologie a été donnée. Alors, je me rappelle plus des codes, mais si on peut juste avancer dans la présentation. Donc, sur la partie achat, Moi, je n'étais pas là ce matin, donc je découvre, mais c'est pas j'ai grave. fait exprès, hein. Merci Wilfried. Donc sur la partie achat, donc, il y avait 3 éléments qui ont été donnés. Donc sur la rédaction d'appels d'offres, analyse de devis, aide à la rédaction de contrats, est-ce qu'on a des choses à dire sur un plan juridique? Paradoxalement, pas trop. C'est peut-être un sujet qui est plutôt simple. Éviter les données personnelles, ça sera encore mieux. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir aller avancer assez vite, je pense. À moins que Ouais. tu aies des Non, idées non, qui non, te... on pense évidemment à la propriété intellectuelle, voilà, parce que en tant que rédacteur de contrat, on a évidemment la prétention d'avoir un droit d'auteur très fort sur la manière dont on rédige les clauses. Mais voilà, à part ça, je pense que ça ira. Sur la supply chain, sur l'identification des nouveaux partenaires, je pense que là également, on est sur des choses qui sont, enfin, on va partir du principe qu'on parle de partenaires commerciaux d'une certaine taille, peut-être pas du plombier d'à côté. Donc, encore une fois, pas de problématique de données personnelles. Peut-être quelques sujets, mais rien de, notamment sur la traduction instantanée, peut-être qu'on peut avoir des points d'attention, mais notamment sur les biais qui peuvent apparaître. Ouais. Mais voilà, je ne vois pas de points non plus pareil. Par contre, si vous êtes un acteur public, celui-là est important parce que je pense que d'un point de vue, code des marchés publics, on ne peut pas faire de ségrégation trop forte, voire pas de ségrégation du tout. Enfin, je suis pas très doué là-dedans, j'en ai jamais fait, mais voilà, vous pouvez commencer à avoir ce genre de sujets qui apparaissent par rapport à vos algorithmes, tels que vous les mettez en place. Et sur les flux entrants, là, on va retrouver une des raisons pour lesquelles, pendant 6 mois, je n'ai pas parlé à Ludovic sur l'analyse de la presse, puisque la première fois que Ludovic est venu me voir, il m'a dit: «J'aimerais avoir tout ce qui est presse négative». Je lui ai dit: «Ben, merci, la porte est là». Donc voilà, on peut avoir ce genre de sujet, c'est-à-dire sur les analyses un peu négatives qui peuvent apparaître. Mais finalement, la problématique achat, peut poser des problèmes opérationnels, mais juridiquement, c'est peut-être des cas d'usage sur lesquels finalement vos juristes devraient être à peu près détendus, à peu près. Peut-être un S'ils point peuvent. peut-être sur la confidentialité. Alors, on part effectivement du principe que ce sont des IA maison, enfin, ou en tout cas, enfin, peut-être sur le cloud, mais pas on-prem, j'allais dire, mais en tout cas, et maison, et donc dans un système fermé et privatif. Évidemment, l'IA publique, il y a un risque de confidentialité. Donc là, on touche quand même à des choses très importantes. Si on va sur l'autre sujet, donc sur la conception. Je pense que ça, c'est un point les plus intéressants. Alors malheureusement, moi, je suis un pur produit des établissements financiers, donc je suis pas très doué en brevetabilité, mais il est clair que le sujet de la propriété qu'on a évoqué tout à l'heure, le sujet de finalement, la propriété de l'output, est-ce que finalement il peut être protégé? Alors je vais être très prudent en matière de brevet parce que j'y connais pas grand-chose, mais en tout cas en matière de copyright, on a des positions aujourd'hui qui sont assez claires sur le sujet. Ça va être compliqué de protéger ce genre d'éléments. Pouvoir dire que ça fonctionne, ça va être, sans doute, un questionnement que pourraient avoir vos juristes. Je pense notamment à ce qu'il y a en dessous sur la conception de médicaments. Clairement, la question va être extrêmement ouverte à mon sens, hein. On a 3 minutes, faut qu'on se Ouais, dépêche. on a déjà des cas aux États-Unis sur la tentative de dépôt de brevets générés par l'intelligence artificielle qui ont été refusés sur le même fondement en fait, hein, que pour le copyright, c'est-à-dire pas d'intervention humaine, hein. Il faut donc le copyright en droit français, il faut que ça exprime la personnalité de son auteur. C'est pour ça que c'est important dans les contrats, évidemment. Mais pour le brevet, il faut également une intervention humaine. L'innovation ne se définit pas sans intervention humaine. Donc, voilà, là-dessus, par rapport à ça, moi, ma réaction, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, la génération de code informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout si vous êtes dans un système propriétaire, enfin, avec du logiciel développé par vous-même et qui est la propriété de l'entreprise, parce qu'on a des règles assez claires, hein, et même voire très claires de je programme. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on protège par le droit d'auteur? Parce que ce qu'on protège, c'est le code, en fait, hein, le code lisible par l'homme, c'est ça qu'on protège. Et quand on fait vraiment un contentieux de contrefaçon de logiciel,
on prend les codes sources de chacun, donc les codes lisibles par l'homme, et on les compare. Voilà, enfin, on fait vraiment, on compare ligne à ligne et on regarde si c'est contrefaisant ou pas, donc si c'est écrit de la même manière ou pas, quelles que soient les fonctionnalités qu'il y a derrière. Or là, on se retrouve effectivement potentiellement avec des blocs de code qui ne sont pas protégeables en fait, compte tenu de ce qu'on vient de dire. Donc, je pense que l'usage ou la manière d'utiliser effectivement des IA génératives de code au sein des entreprises doit faire l'objet d'une attention vraiment particulière. Et il y a une question qui a été posée tout à l'heure, je ne sais plus, c'était par là, concernant donc la pratique contractuelle. Bon, au-delà de l'intérêt vraiment d'avoir été avec vous toute la matinée, d'avoir entendu tous ces intervenants m'ont beaucoup enrichi, mais sur ma pratique contractuelle, clairement, il apparaît de manière flagrante que nous n'avons pas, et je parle pour mon groupe, mis dans nos standards contractuels l'interdiction faite à nos fournisseurs d'utiliser des IA génératives pour fabriquer quelque chose qui doit nous livrer. On a interdit l'open source, ça c'est très clair, c'est assez standard, mais nous n'avons pas encore aujourd'hui prévu ça. Et donc voilà, vu ce qui a été dit ce matin, moi je pense que je vais revenir en disant à mon équipe, il est temps qu'on le prévoie. En tout cas, la génération de code informatique pose plein de difficultés. Au-delà de la propriété, vous avez OpenAI qui a sorti des guidelines, sujets qui sont a priori assez intéressantes. Il y a un élément sur lequel moi je suis très sensible aujourd'hui, et je pense que certains d'entre nous le sont également, qui concerne la sécurité. Parce que si vous générez du code par un truc public, partons de ce principe-là, quelqu'un va que vous l'intégrez directement dans votre système, ben, ce code il est à peu près public. On peut à peu près anticiper comment il a été fabriqué quand on est un hacker, et donc il est fortement demandé de faire tester ce code que vous fabriquez en AI par vos red teams. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant, sur lequel il faut. Enfin, je pense qu'il y a une vraie réflexion à tenir au sein des organisations comme les nôtres sur la fabrication de code informatique au travers d'une IA générative. Et aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Et on voit bien que c'est quand même un accélérateur fort. Et puis, c'est l'intérêt bien compris en termes de productivité de nos organisations. Sur la partie documentaire, on aura sur les synthèses textuelles des problématiques de droit d'auteur plus classiques, du genre plagiat, enfin, qui pourraient aboutir à des contrefaçons, mais qui sont assez intéressantes. Il nous reste, tu as 6 secondes pour terminer. 6 secondes, voilà. Et donc, on a. J'ai bien aimé, moi, le mannequin. Oui, Oui, c'est bon. J'ai bien aimé le mannequin virtuel parce que vous allez avoir, on a déjà une obligation de transparence en matière de communication, marketing. Quand vous retouchez des photos, vous êtes censé avoir dit j'ai retouché la photo. Si en plus vous êtes face à quelqu'un qui est parfait sur un plan physique, je ne sais pas du tout comment, d'un point de vue, déjà d'un point de vue juridique, la question ne se pose pas encore, mais elle se posera assez vite, je pense. Mais même d'un point de vue réputationnel pour nos entreprises, je ne suis pas certain que ça soit très apprécié. Enfin, je pense qu'il faut faire un peu attention sur les mannequins virtuels, sauf à des mannequins virtuels dont on voit très clairement qu'ils sont virtuels. Mais si c'est vraiment l'imitation de la nature humaine, je parle aussi du droit à l'image, on n'en a pas beaucoup parlé, mais enfin, qui est un des gros sujets qu'on a en matière d'IA, c'est-à-dire le fait que l'IA va prendre des photos sur Internet, et notamment dans les réseaux sociaux, va les reprendre, va les retoucher, va les remettre. Bah, moi, globalement, quand je mets ma photo sur Facebook, j'ai jamais pensé une seule seconde qu'on allait retrouver une transformation de moi-même par l'intermédiaire d'une IA, sauf éventuellement avec 20 kilos de moins, ça m'arrangerait, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si, la relation client, ça c'est intéressant. Sur les FAQ automatiques et sur les chatbots tels que vous les avez, vous avez le CFPB, enfin je le dis sans l'accent, mais enfin l'autorité en fait consumériste américaine en matière financière qui a émis un point d'alerte auprès des banques américaines pour leur dire faites attention avec les chatbots d'intelligence artificielle, de pas perdre les gens, de pas leur répondre, de pas leur. Donc ça c'est un point qui aujourd'hui va sans doute faire l'objet d'une réglementation sectorielle chez nos amis américains, et donc à un moment donné, on l'intégrera.